Ce week-end, c'est le retour du football de club avec la Ligue 3 et surtout la Ligue 2. On fait une petite preview, mais avant ça, générique. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur la causerie. Très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour la preview de la Ligue 2, saison 2026-2027. On est parti, ça y est, le retour de vacances. On a pris des petites pauses après la Coupe du Monde et on est parti. Le retour du football de club, le bon football français revient sur nos petits écrans cette semaine. Vendredi, la Ligue 3, samedi, la Ligue 2. On fera un petit mot Ligue 3, mais on va se focus sur la Ligue 2 dans cette petite vidéo. Et la semaine d'après, la Ligue 1. Ce soir, il y a l'Olympique Lyonnais qui joue contre le Sparta Prague en barrage de Ligue des Champions. Bref, voilà, c'est de retour. Il y a eu la Scottish Premiership aussi ce week-end pour le football écossais. Voilà, il y a plein de football de clubs qui reprennent. Il y en a qui se sont jamais arrêtés. Ça nous fait plaisir. On est de retour avec Melvin pour parler de Ligue 2. Comment vas-tu? Ça fait plaisir, les petites previews là. Ouais, on repart après une Coupe du Monde mercantile. Voilà, on retrouve le football populaire, la Ligue 2, qui va nous faire vivre encore une saison haletante entre bataille pour la montée, bataille pour la descente, déception, Guingamp, Amiens. Ah non, c'est vrai, Amiens n'est plus en Ligue 2, mais voilà, on va se régaler. C'est vrai que c'est bizarre. Il y a des petits clubs qu'on a l'habitude de voir qu'on voit plus. Amiens, on fait partie notamment. Qu'on va retrouver de les côtés de la Ligue 3 qui reprend dès vendredi. Le programme, la Ligue 1+, ils ont balancé le programme là, avec la Ligue 3 et la Ligue 1. Ça me fait un peu plaisir quand même. Je l'aime bien celui-là. Ouais, il y aura plus de week-end. Oui, ça Les oui. copines vont vont pleurer. Voilà, mais Bah, voilà, là, il n'y a plus personne. à partir de la semaine prochaine, nous sommes plus libres. C'est Nous fini. sommes mariés avec le foot. Ça me marie avec la Ligue 3 et la Ligue 1. Et un peu de Ligue 2 également, qui est toujours disponible sur Beansport. Vous connaissez la recette. Bien évidemment, vous pouvez vous abonner à cette chaîne YouTube. Ça vous fait plaisir. On va essayer de parler un peu plus de Ligue 2 qu'on en a parlé l'an passé, parce qu'on n'a pas fait beaucoup de points, mais ça fait toujours plaisir. Cette Ligue 2 avec cette tier list immense qui nous attend, comme chaque saison. Une petite tier list pronostic qui aura comme résultat un bilan catastrophique en fin de saison avec environ 2 pronos bons sur 18. Vous connaissez la recette, hein, de toute façon. Vous avez l'habitude. On n'est pas bon en pronos, donc voilà, on fait ça pour s'amuser. Si vous avez, évidemment, vous connaissez mieux les contextes des clubs que nous, en tant que supporters de clubs. Nous, nos clubs, de toute façon, Ligue 2, on n'est plus à ça près, de toute façon, on n'est plus là. On a le 2, mais il n'y a plus Ligue Non, non, derrière. c'est, ouais, il y a Du régional régional peut-être. 2, du Ouais, départemental 2. ouais. Mais voilà. Et maximum, quoi. Donc, ouais, la Ligue 2, nous, ça nous concerne plus. Donc on est là, vous pouvez nous donner des petites précisions dans les commentaires, tout reste respectueux, tout va bien, mais on va faire le petit point Ligue 2 donc, avec tous ces clubs en désignant un champion, un promu, 3, 4, 5 pour les barrages, les playoffs, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ça c'est tout ce qui est ventre mou, 14, 15, ça c'est lutte pour le maintien, barrage et les deux clubs de la descente. Selon nous, à commencer tout de suite par le Clermont Foot Auvergne, c'est le premier club de cette tier list qui tombe. C'est pas dans l'ordre, mais on va commencer par Clermont quand même, qui sort quand même de 2 saisons assez rudes du côté de la Ligue 2. On prend évidemment la page Transfer Market pour chaque club, mettre à jour les bilans. Vous avez la fiche de la première journée, les classements, tout ça, mais on va surtout parler des clubs et Transfer Market. Ça nous permet de faire des points de transfert. Clermont, donc, repart, j'ai envie de dire, sur un nouveau cycle. Oui, un nouveau cycle, puisque David Guillon est désormais le nouvel entraîneur du Clermont Foot. David Guillon qui donc n'avait plus retrouvé de club, je crois, après son aventure au Girondin. Clermont qui a gardé quand même quelques éléments importants. Théo Guivarch a prolongé, c'était aujourd'hui ou hier, je crois, jusqu'en 2029. Donc ça, c'est des éléments quand même assez importants du côté du Clermont Foot. Il y a quelques joueurs qui étaient à laisser. Moi, j'ai hâte de voir si Jean Griot va signer, puisqu'en tant que supporter des Girondins, c'était quand même le capitaine du navire en National 2, défenseur central qui, mine de rien, mange pas de pain sur le plan physique parce qu'il est pas très grand, il est pas très physique. C'est pour ça que je suis heureux de voir en Ligue 2. Par contre, excellent anticipation, excellent sens du timing, très bon dans le duel aérien, mine de rien aussi. Donc à voir s'il va signer du côté de Clermont. Clermont qui a vendu un petit peu, qui a laissé partir des joueurs libres. On a laissé partir Henri Cévé, Famara Diédhiou, Yohan Gastien qui est parti à la retraite, Amin Saïd. Voilà, il y a quelques cadres qui ont quitté le club. Quelques petites arrivées sur le mercato assez tranquilles du côté de Clermont parce qu'on sait qu'il n'y a pas vraiment de sous. De toute façon, c'est un peu le lot pour tous les clubs de Ligue 2. Je pense que Clermont va se stabiliser dans le ventre mou, peut-être. En tout cas, il faut essayer d'être un peu plus constant et consistant que les 2 dernières saisons en Ligue 2, je pense. Et David Guillon peut être cet entraîneur-là, même si c'est un entraîneur qui, du côté de Bordeaux, avait du mal à changer ses plans. C'est quand même un entraîneur qui connaît le championnat. On va dire que c'est déjà ça, quoi. Oui, il y a beaucoup d'inconnus dans cette saison. Côté Clermontois, alors l'arrivée de David Guillon, on peut se dire qu'il est peut-être un peu revanchard par rapport à ses dernières expériences. Il se dit peut-être que c'est l'une des dernières occasions pour, on va dire, redorer un petit peu sa cote dans un projet un peu long terme, puisqu'on imagine que Clermont ouvre un nouveau cycle avec le rachat avec Stéphane Tessier.
Mais ouais, le mercato très très light pour l'instant, hein, Clermontois. Il y a un attaquant qui vient de l'Aviron Bayonnais, l'ancien club de Karine Fradin. Et après, on a des rumeurs sur Lago, peut-être la confirmation de deux joueurs à l'essai, Jean Griot et Junior Sambia, ancien Heurté. Mais ouais, pour l'instant, mercato assez calme. On sent qu'on mise un peu sur les jeunes et ce centre de formation qui a montré de belles choses ces dernières années. Et puis voilà, on va voir. Je pense que voilà, clairement, une place dans le ventre mou, c'est l'objectif affiché. On sent qu'il n'y a pas, en tout cas, de désir sur cette saison de s'approcher des 5 premières places. De toute façon, je trouve qu'il y a trop de manque dans cet effectif. Ils ne seront pas comblés vu la situation financière pour que cette équipe tutoie le haut de tableau. Donc, ouais, pour moi, clairement, c'est entre la 10e et la 13e place. Et même, j'ai envie de te dire 12-13 de que 10-11. Je suis d'accord, cette tier list aura tendance à peut-être bouger dans la suite de cette vidéo si on veut recalibrer des choses. J'ai complètement oublié le passage de David Guillon à 3. Là, c'était complètement sorti de la tête. Sa vingtaine de matchs sur le banc au bois, le 3 qu'on retrouvera en Ligue 1, on fera la tier list la semaine prochaine. Mais c'est vrai qu'il y a cette expérience-là à voir pour David Guillon du côté de Clermont, le Football Club d'Annecy, qui est passé sous pavillon d'Aston Villa cet été. Ça y est, c'était été le bel événement du côté d'Annecy. Alors, je sais pas si c'est un bel événement, s'il a bien été reçu par les supporters, mais en tout cas, Annecy, qui sort quand même de deux très très belles saisons en Ligue 2 par rapport aux moyens de Laurent Guyot, va basculer donc sous pavillon du côté d'Aston Villa. Je trouve que Annecy a un mercato qui est plutôt curieux. Je suis très, je vais pas dire hype, mais je suis très très curieux de savoir ce qui va se passer du côté d'Annecy. Tu perds quand même certains éléments importants dans ton mercato, avec des éléments, Quentin Paris qui part, t'as le départ à la retraite de Vincent Pajot, mais t'as certains cadres qui restent, t'as des jeunes joueurs qui arrivent, il y a énormément de jeunes joueurs, on sent que la politique va peut-être un peu switch du côté d'Annecy, avec notamment 3 prêts du côté d'Aston Villa, qui va envoyer 3 petits jeunes sur cette équipe annécienne. Il y a un joueur qui arrive de Pologne, Pascal Mozy, que je connais pas du tout, 18 ans. Donc pareil, curiosité. Voilà, il y a ces jeunes joueurs-là. Le plus vieux sur le mercato qui arrive, c'est 22 ans. C'est Alan Mondésir de la provenance de Montlouis, qui était anciennement National 2, qui est désormais National 1. On perd pas trop de cadres, quand même s'il y a certains départs. Moïse Saïdion, qui est arrivé en cours de saison dernière, est toujours là. Antoine Larose est toujours là. Escalès et Callens, les deux gardiens, tiennent la route, sont toujours là. La Jugie est toujours là. Voilà, il y a toujours cette ossature du côté d'Annecy aussi qui fait que ça n'a pas trop bougé. On ajoute quelques jeunes joueurs. Il y a un peu de curiosité du côté d'Annecy aussi sur cette saison. Ouais, il y a quand même un socle qui, pour l'instant, reste plutôt intact. Donc, ce qui permet à Laurent Guyot de travailler sur une base et peut-être d'incorporer des jeunes. Mais ouais, on est sur un changement de politique sportive un peu à Annecy, où l'idée, je pense, c'est de développer des jeunes, que ce soit d'Aston Villa ou ailleurs. Mais voilà, pour essayer de créer de la valeur et, on va dire, assurer la pérennité économique du club. À voir. Moi, je pense que le long terme, ça peut être bénéficiaire pour Annecy. Maintenant, est-ce que ça peut, sur la saison, t'es pas un peu plus affaibli que la saison dernière? C'est l'une de mes inconnues. Maintenant, je fais confiance à Laurent Guyot, qui pour moi est l'un des meilleurs coachs de Ligue 2. Et voilà, je le répète, j'ai l'impression à chaque tier list, mais voilà, Laurent Guyot aurait largement sa place dans un club de Ligue 1 aujourd'hui, vu le travail qu'il a accompli du côté d'Annecy, comme il l'avait accompli du côté de Boulogne aussi, notamment. Oui, c'est peut-être, comme beaucoup d'équipes de Ligue 2, la chose la plus importante, c'est que le manager n'a pas bougé et que Angulo est là. C'est peut-être la chose la plus importante pour Annecy, qui va toujours être une équipe qui va être chiante à manœuvrer pour la Ligue 2, qui va être une équipe qui va embêter des gros aussi. Est-ce qu'on les met première partie de tableau, 6, 7, 8, 9, par là, à la lutte pour le barrage, le Ouais, je playoff, pense un peu comme l'an 8-9, ça passé? serait déjà une bonne saison. À voir avec cette jeunesse qui peut aussi avoir peut-être des moments un peu plus compliqués, mais je pense que globalement, l'équipe d'Annecy a assez de qualité pour s'installer dans le haut de tableau et en tout cas moins de manque que Clermont, comme on a évoqué précédemment. Exactement, voilà pour le football club d'Annecy, en espérant que ces petits jeunes se développent et potentiellement avoir des plus-values pour faire entrer un petit peu de sous dans le club annécien. FC Sochaux-Montbéliard, il y a 3 ans, Sochaux était à l'article de la mort, désormais ils sont de retour en Ligue 2 dans l'antichambre du football français, la promotion du deuxième de la dernière saison de National. Ça me fait grandement plaisir de retrouver Sochaux, moi personnellement, en Ligue 2. Le FC Sochaux-Montbéliard, donc, qui enchaîne et qui remonte, qui fait partie des 2 clubs promus de cette saison. Et qui sera très attendu, mine de rien, du côté de Montbéliard, les Lionceaux, avec quelques départs, notamment Aymen Boutoutaou, qui est parti du côté de Bucarest, je crois.
pour 1 million d'euros, il me semble, c'est ça. Elson Mendes est également parti. Voilà, il y a eu quelques départs du côté de Sochaux, de Vincent Ognon pour cette deuxième année à la tête de Sochaux. Le promu, avec notamment l'arrivée de Victor Lobry, qui pour moi l'une des arrivées très intéressantes de ce mercato-là. C'est un joueur qui connaît parfaitement le championnat, qui est un cadre, qui va amener de l'expérience, notamment au milieu de terrain. Ça, c'est plutôt intéressant. Alors la saison à Amiens n'a pas été parfaite pour lui parce que forcément Amiens c'était quand même un sacré bourbier. Saad Agouzoul qui arrive en provenance de la JOCR, mais il était prêté la saison dernière, je me souviens plus trop, je crois qu'il a joué la Conférence League il me semble de mémoire. Donc il y a aussi ça comme arrivée qui est plutôt intéressante. Et j'ai bien envie de croire que le FC Sochaux-Montbéliard, mine de rien, avec certains cadres qui sont restés aussi par rapport à cette année, peut être le petit promu sympa à suivre. L'objectif sera évidemment le maintien, faut pas s'y tromper du côté de Sochaux. Mais je pense que ce FC Sochaux-Montbéliard peut aller viser un milieu de tableau pas déconnant et valider son maintien, je vais pas dire aisément, mais sans trop se faire peur sur les dernières journées, ça me semblerait pas déconnant. Je suis très très curieux et très heureux de revoir Bonal en Ligue 2. Ouais, moi, pour moi, il y a, on va dire, deux promus qui sont un peu à part des saisons précédentes parce qu'il y a vraiment une culture Ligue 2 qui est toujours là. Sochaux a fait un intérim entre guillemets national, Dijon un peu pareil, mais c'est des équipes qui ont déjà, on va dire, des infrastructures Ligue 2. Sochaux a le public aussi en plus Ligue 2 et je pense que Bonal va pousser comme un fou cette saison pour le retour en Ligue 2 vu tout ce qui s'est passé. Donc, ouais, avec l'appui du public, moi vraiment, Sochaux, je ne les vois pas descendre. Je me dis qu'il y a quand même pas mal de joueurs qui ont envie de prouver. Je pense à Jonathan Mexique au milieu de terrain, qui est un bon joueur, qui n'a pas eu trop sa chance en Ligue 2, mais qui est un joueur qui a bien bourlingué en national. Enfin, voilà, il y a des joueurs, il y a de la qualité. Ils ont recruté des joueurs connaissent un peu la Ligue 2, Landry Nomel notamment. On a parlé de Lobry, qui je pense va être revanchard par rapport à sa saison à Amiens. À Gouzoul, je pense que c'est aussi une bonne pioche. On verra la suite du mercato, mais j'ai confiance aussi en Vincent Ognon, qui a montré déjà de solides qualités en Ligue 2. Donc ouais, pour moi, Sochaux, je suis pas forcément inquiet pour le maintien. Et je vois, voilà, mon petit pronostic, c'est Sochaux qui tape Saint-Etienne dès la première journée. La première journée directement, on y va. D'ailleurs, ils ont essayé le CNOSF, je crois, pour la réouverture d'une tribune à Bonal parce qu'elle est fermée. Bon, les sanctions de toute façon, parce qu'apparemment, quand t'es supporter, t'as pas le droit d'aller voir ton club. C'est formidable. Curiosité, moi, de Julien Vétro, parce que formé à Bordeaux, et il avait fait quelques apparitions en Ligue 2 avec Bordeaux, qui avaient été très intéressantes sur la fin de la deuxième saison, je crois, si je dis pas de bêtises. Je sais pas ce que ça a donné depuis son retour à Sochaux, pour être très, très honnête, donc je suis curieux de le revoir en Ligue 2, savoir si il va pouvoir repasser ce step. C'est l'une de mes curiosités également du côté de ce championnat. On a dit Sochaux, le petit 6, 7, 8, 9, on reste dans le ventre mou? Je vais mettre dans le ventre mou, moi Allez, petit ventre mou personnellement. tranquille devant Clermont. Allez, comme ça, c'est la petite, belle petite surprise de cette saison et on va passer à un autre club, un habitué de la Ligue 2, l'En Avant Guingamp. Alors là, pour le coup, c'était une saison qu'on avait jugée quasiment catastrophique l'an passé parce qu'elle était un peu honteuse, la saison de l'En Avant Guingamp, sur l'envie, sur, ce que tu proposes quand tu es un club comme l'En Guingamp, qui est un club habitué de la Ligue 2. Sauf que j'ai l'impression que ça décroît au fur et à mesure des saisons. J'ai l'impression de voir un peu Montpellier en Ligue 1, quoi, qui coule petit à petit, sans grand bruit. On part sur l'année 3, Sylvain Ripoll, et l'année 2 avait vraiment pas été fantastique. Tu perds certains éléments importants, Khalidou Sidibé, Swab Naïr qui part pour 1 million d'euros. Tu perds Luis Mafuta qui était ton meilleur buteur, qui est parti du côté du Mans. T'as pris quand même des éléments intéressants. Florent Sanchez qui a fait sort d'une très bonne saison à Orléans. Teddy Averland du côté d'Amiens. Tom Ducrot qui était à Bastia. Mais je suis vraiment pas très hype par Guingamp parce que chaque année c'est pareil, quoi. C'est irrégulier au possible. Je comprends pas où va ce club. Le projet club il est inconnu. T'as des éléments assez intéressants qui ont des qualités, mais c'est tellement irrégulier que je les vois pas faire autre chose que le ventre mou. J'arrive pas à m'imaginer Guingamp à la lutte pour les playoffs, et alors encore moins en première partie de tableau. Ouais, je suis amplement d'accord. Ce Guingamp, en fait, c'est terrible parce que c'est la belle endormie. C'est-à-dire qu'il y a tout pour, entre guillemets, vivre des saisons sympas. On a vu l'année dernière la seconde partie de saison qui était quand même en dents de scie, voire même très compliquée par moment. Et mine de rien, bah, en fait, ce Guingamp-là, là, aujourd'hui, je le trouve plutôt affaibli. Tu dois récompenser ton attaque. Tu perds quand même Mafuta et une grosse perte. Nahir en défense aussi, c'est une grosse perte. Et encore une fois, tu fais quand même pas mal de paris avec des joueurs qui jouaient à l'étage en dessous. Alors, ça peut fonctionner, mais bon, trop de paris, à un moment donné, il suffit d'une année où ça marche pas et ça va être compliqué. Honnêtement, sur les recrues, voilà, moi, à part Florent Sanchez, pour moi, c'est une valeur sûre.
Derrière Tom Ducrot, ça a été quand même plutôt compliqué à Bastia l'an passé. Bah, si j'ai mal fait de Roverchard. À Verlan, moi j'ai un peu de mal, honnêtement. C'est un joueur de percussion, mais pour moi il lui manque quand même quelques qualités pour permettre à Guingamp, entre guillemets, de se reposer sur lui. Donc j'ai un peu peur, honnêtement, pour Guingamp, et je m'attends encore à une année, on va dire, passable. Voire, j'ai envie de te dire, moi c'est 14-15 pour Guingamp. Ah ouais, c'est la saison de la peur. J'imagine saison de la peur dans peut-être 1 ou 2 ans si ça continue dans ce rythme-là, mais je suis prêt à les mettre là aussi. Une bonne 14e place un peu molle où bon, t'as ton maintien, mais c'est vraiment pas fou et t'es loin des objectifs. Je sais pas si Sylvain Ripoll ira au bout de la saison, je sais pas si Sylvain Ripoll va poursuivre si ça passe à Arena à Guingamp, parce que j'ai l'impression que sur les 3 ans, j'ai hâte de voir le moment où il prend l'équipe et le moment où il finira en fin de saison, s'il est toujours là, et savoir s'il y a une réelle progression. Pas tant. J'ai l'impression, donc on verra ce qui va se passer du côté de Guingamp, un club qui travaille bien, par contre, ça c'est un peu l'opposé. Le RAF, Rodez Aveyron Football, qui est parti pour une nouvelle saison un petit peu folle. Des barragistes, des playoffs, du beau jeu, des buts, des attaquants mis en avant. Ça c'est le RAF depuis plusieurs saisons en Ligue 2. C'est l'une des top équipes de Ligue 2 par rapport aux moyens. Didier Santini est toujours là, c'est pour moi le plus important à chaque mercato estival, c'est que le RAF arrive à conserver son entraîneur, qui est peut-être le meilleur entraîneur de Ligue 2 sur les 3-4 dernières saisons, Didier Santini. C'est une équipe qui a perdu quelques éléments, j'attends que la page s'ouvre. Ça charge un petit peu, Transfer Market est un petit peu lent aujourd'hui, mais tout va bien. Il y a des éléments qui sont restés. Quentin Bratt, qui est peut-être le meilleur gardien de Ligue 2 l'an passé, est toujours là. Tu arrives à garder Lipinski, qui est ton capitaine. Tu arrives à garder certains éléments importants. T'as perdu tout de même Tahir Carconte, t'as perdu Younoussa, t'as perdu certains éléments, mais je fais confiance à Rodez sur le mercato. Alors c'est des joueurs que je connais pas trop. Le Damien Pavlovic qui arrive de Lituanie, je connais pas du tout, donc je suis très curieux. Tu fais venir des joueurs de division en dessous, mais on sait que du côté de Rodez, on sait bosser. C'est pour ça que ça m'inquiète moins. Et puis super ville. Voilà, j'étais en vacances du côté de là-bas, c'était super. J'ai acheté un maillot. Je l'ai pas fouqué Lucas Boadès. J'ai bien mangé, bonne aligo. Oh, c'est mon petit coup de cœur. J'aime bien Rodez. Ouais, moi j'attends une année de transition peut-être pour Rodez. On est arrivé à la fin d'un cycle, tu as quand même pas mal de départs d'importance qui font que pour moi, ils vont peut-être avoir un rendement un peu moins supérieur à l'année passée, parce que, bon, mine de rien, c'est de la recette de ton succès, hein. Tu finis quand même déjà ton mercato, tu as déjà 4 millions de ventes pour un club de Ligue 2. C'est quand même, pour moi, pour regarder, mais je pense que c'est le club qui a le mieux vendu en Ligue 2, Avec Reims. Bon, Reims, quasiment. c'est dans une autre sphère. Avec Reims, voilà. Mais à l'échelle de Rodez, 4 millions d'euros, c'est vraiment pas négligeable. Donc, la stabilité économique, elle est là. Maintenant, je pense que tu peux avoir une année peut-être un peu plus compliquée. Quand je dis un peu plus compliquée, c'est ne pas accrocher ces barrages et tout. Donc, pour moi, ouais, Rodez, je les vois bien dans le ventre-mou cette année. Je sais pas pour toi, mais je pense que ça peut être une saison, il peut être un peu plus compliqué, même si à chaque fois on dit ça, et Rodez nous surprend toujours agréablement. C'est ça. Il me semble que l'an passé, ils font un très mauvais début de saison et ils se rattrapent bien à la fin et ils enchaînent quand même des résultats pas trop mauvais. Mais c'est vrai que oui, pour le coup, ils ont bien vendu et oui, j'ai envie de dire souvent Rodez, on les sent pas, mais finalement ils font le travail. Donc oui, je suis d'accord, ventre mou. Je suis en train de regarder qui a vendu. Bon, Nantes, pareil, Nantes, Reims, c'est un peu d'autres sphères, Saint-Etienne aussi. Mais je pense que sur les clubs typiques Ligue 2, ouais, Rodez est peut-être un des clubs qui a le mieux vendu. Je suis en train de regarder vite fait, j'éponge un petit peu, mais oui, globalement, c'est un des clubs qui a le mieux vendu. Si on sort les clubs qui descendent et les grosses cylindrées de ce championnat, forcément, c'est des sphères différentes dans ce championnat de Ligue 2. Allez, ventre mou pour Rodez. Tac, j'affiche le bon truc. Haut de tableau ou ventre mou, ventre mou? Ouais, mais entre moi, j'aurais mis entre Sochaux et Clermont, tu Allez, vois. allez, un petit entre Sochaux et Clermont, ça nous plaît. On enchaîne. Le GF38, pareil, on parlait de belle endormie avec Guingamp. Je pense qu'on est pas mal aussi sur le GF38, qui a perdu des gros éléments, mine de rien, sur le mercato, des éléments assez importants, qui a un nouveau coach, Olivier Frappoli, qui est quand même un top entraîneur de Ligue 2, il faut le signaler, qui a fait du bon boulot à Laval. Ça s'est moins bien passé l'an passé. Moins bien passé l'an passé, je vais y arriver. Mais Grenoble donc repart sur un nouveau cycle, sans grands moyens. Quel est le réel projet du GF38? Ça, j'avoue que je l'ai toujours pas trop compris. On a quand même des éléments qui restent, mais on a pas mal de départs. Mamadou Diop qui a fait une excellente saison, Jesse Benet qui était quand même l'un des cadres. Bon voilà, on va chercher des joueurs à droite à gauche. J'ai l'impression que Grenoble va vivre peut-être un peu la même saison que l'an passé, très honnêtement. J'avoue que je connais pas trop le contexte du GF38, mais ça me vend pas non plus énormément de rêve quand tu vois le mercato, quand tu vois les mouvements, quand tu vois ce que donne le GF38 en fait depuis plusieurs saisons, quoi.
Ouais, c'est un club qui est très compliqué, Grenoble. On sent que il y a une volonté on va dire, de stabilité, mais la stabilité, on la voit pas, notamment au niveau des entraîneurs, où les entraîneurs se succèdent sans véritablement, on va dire, pouvoir impulser quelque chose. Frappoli, je trouve que c'est un coach de long terme, donc est-ce que tu pars vraiment sur un projet ou est-ce que dans 6 mois après une série de 6-7 matchs en victoire, bah, tu vires et tu demandes à Guéguen de prendre encore une fois la suite? C'est un peu compliqué, voilà, pour moi, ce Grenoble-là. C'est pour ça que moi, je les vois vraiment en difficulté cette année. Je trouve que voilà, il y a encore des départs majeurs. Je suis pas forcément, on va dire, convaincu par leur mercato, même s'il y a des bons coups, je pense notamment à Magnin. Donc, ouais, moi, je vais aller sur un Grenoble en difficulté, vraiment maintien, et j'ai mes même barragiste. Ouh, ah oui, ça c'est la belle cote, le Grenoble barragiste. J'ai envie de les mettre 14-15 et on débat après sur les barragistes. Mais en tout cas, oui, Allez. moi je les mets en bas, très honnêtement, même si c'est un club que j'aime bien aussi, mais j'avoue que ouais, depuis plusieurs saisons, c'est quand même assez mou, quoi. Il se passe pas grand-chose au GF38. Tu perds des cadres, hein, Paquet, Benet, Diop sont partis notamment, donc à voir ce qui va se passer du côté du GF38. USL Dunkerque en suivant de cette tier list. USL Dunkerque qui, pour le coup, s'est fait un peu piller. Là, pour le coup, j'étais inquiet l'an passé parce qu'on fait la tier list au moment de l'imbroglio avec l'entraîneur. Pareil, il y a eu pas mal de départs, etc. Mine de rien, ils se sauvent quand même. Ils font quand même une belle saison parce qu'ils font ventre mou et que dans le jeu, ça n'avait pas été déconnant, etc. Là, tu as le départ de Dembaba en tant que directeur sportif et ça, pour moi, c'est un des départs majeurs. Tu as les départs de Bardelli, d'Alex Georgen, d'Abner. Tu perds qui encore? Tu perds Vincent Sasso. Enfin, t'as quand même du monde qui est parti. Alors, t'as pas mal d'arrivées aussi, avec des joueurs que je connais pas, mais je trouve que tu perds tellement de gros cadres du côté de l'USC de Dunkerque que je suis un peu curieux de savoir ce qui va se passer pour cette deuxième année pour Albert Sanchez. T'as quand même certains éléments qui sont toujours là. T'as pris quand même Steven Zonzi, on a quand même un champion du monde qui arrive en Ligue 2. Ça, c'est ma curiosité. C'est un Steven Zonzi pas cramé qui arrive parce qu'il a joué, je crois, 1200 minutes du côté de Stoke la saison passée en Championship, donc ça reste quand même un joueur qui a joué dans un championnat compétitif. Tu veux venir à Maxence Prévost, qui est un gardien pareil expérimenté, qui connaît un petit peu, etc., qui était du côté de Sochaux, si je dis pas de bêtises, avant de partir en Belgique. Voilà, donc je suis un peu curieux de savoir ce qui va se passer de Dunkerque. Il y a des joueurs que je connais pas, que je suis très curieux de découvrir, comme Egor Prustev, qui arrive de l'Étoile Rouge de Belgrade. Mais il y a tellement de départs de cadres, et notamment là c'est juste du directeur sportif, que je suis un peu pessimiste pour l'USL Dunkerque. Je les vois quand même à la lutte pour le maintien. Ouais, pour moi, c'est une fin de cycle et elle a été brutale, en fait, la fin de cycle. C'est-à-dire que le départ de Dembaba, il s'est fait en quelques semaines. Et même s'il disait ce que disait le président, je pense que ça n'a pas non plus été très, très anticipé parce que bah, tu te projettes fortement avec Dembaba qui était ta caution sportive. Et pour moi, bah, ça peut être le retour de bâton cette année parce que, mine de rien, en fait, c'est pareil, t'as pas eu non plus de création de valeur, tu as eu beaucoup de départs libres sur des joueurs qui forcément auraient pu t'apporter un peu d'argent. Donc c'est un peu compliqué. Moi, je vais vraiment mettre Dunkerque là aussi, hein, en grande difficulté, qui joue le maintien. On a vu déjà la saison dernière pour moi, je suis pas très convaincu par l'entraîneur. Il y a eu des rumeurs, hein, cet été aussi, de potentiels départs, notamment la rumeur Grégory Poirier. Et de ce que j'ai compris dans le discours et l'interview d'Mbaba dans l'équipe, il avait quand même une énorme confiance en Grégory Poirier et donc je pense qu'il voulait changer d'entraîneur. Donc ça peut là aussi jouer sur la saison de Dunkerque. Donc ouais, moi je mets vraiment Dunkerque là aussi en grande difficulté avec beaucoup d'inconnus et voilà, je suis pas très très convaincu par Dunkerque. On va les mettre là, et puis on débattra à la fin sur qui on met en bas, mais attention à Dunkerque, attention à Albert Sanchez, que ce ne sera pas le premier entraîneur licencié de la saison. C'est une possibilité, je ne le souhaite pas aux supporters de Dunkerque, parce que forcément, ce qu'ils font depuis leur retour en Ligue 2 est quand même très sympathique, remarquable, et en plus il y a du beau jeu, donc c'est plaisant à regarder Dunkerque jouer. On verra ce qui va se passer du côté de l'USLD et on va passer au Stade Lavallois qui est passé ric-rac l'an passé, qui s'est sauvé grâce au barrage face à Fleury, qui a perdu Olivier Frappoli parce que la saison était quand même assez compliquée et qui repart sur une saison, j'ai envie de dire, peut-être un peu bourbier. J'avoue, du côté de Laval, c'est peut-être le club qui m'inspire le moins quand je vois le mercato, quand je vois la saison dernière, en fait, la façon dont c'est terminé avec ce barrage où tu allais chercher des choses, mais c'était assez compliqué. Alors, tu as certains joueurs qui sont toujours là. Malik Selou qui doit se racheter parce que sa saison dernière, elle n'est pas suffisante quand tu sais que
Gap peut être le leader technique de ton équipe, mais tu as quand même perdu des éléments très très importants du côté de Laval. Mamadou Camara est parti à Montpellier. Malik Choukounté est parti. Thibaut Vargas est parti. Tout ça, c'est des joueurs qui partent libres. Yohan Tavares, qui était l'un des grands cadres également, est parti libre. On a quand même l'arrivée de Francis Coquelin. Le problème, c'est que Francis Coquelin, du côté du FC Nantes, le temps de le retaper physiquement, on l'a pas vu beaucoup. Donc à voir s'il peut amener des choses. L'arrivée de Teddy Bouriot, n'empêche, ça peut être une bonne pioche, qui a fait plutôt une bonne saison du côté de Nancy, un milieu défensif qui voilà, arrive libre aussi. Il n'y a pas énormément de moyens. Je suis pas hyper convaincu par le mercato lavallois. J'avoue que la saison dernière a été assez compliquée et on va voir ce que ça va donner du côté de David Vignes. Je ne sais toujours pas comment ça se prononce. Laval, je sais pas, je descends également à lutte pour le maintien. J'ai peur que ça craque un petit peu. Ouais, là, c'est là qu'on va avoir un avis divergent parce que moi, Laval, je pense que ça peut être une bonne surprise. Ok. David Vigne, c'est un profil qui a quand même fait plutôt du bon travail un peu partout où il est passé. Ça a été valorisé l'année dernière à Fleury, mais c'est un entraîneur qui a quand même eu des belles expériences, notamment nationales avec Pau à l'époque. Donc ouais, moi je vois cette équipe lavalloise se racheter et faire une belle saison, en tout cas pas revivre ce qui s'est passé l'an dernier. Et donc ouais, moi je suis plutôt l'inverse. Je vois Laval ne pas lutter pour le maintien. Tu vois, Ouais, c'est c'est la et divergence. viser même le haut de tableau. Ok. Même si je suis d'accord, il y a des inconnus, hein. Francis Coquelin notamment. Oui. On a vu à Nantes qu'il a plus passé le temps à l'infirmerie que sur le terrain. Donc voilà, il y a beaucoup d'inconnus, mais je pense que ce Laval-là peut surprendre, tu vois. Donc moi, je serais plus sur un Laval 6, entre 6 et 9, voire peut-être un peu plus haut. Ça, c'est ma grosse cote, que barrage, descente ou en tout cas maintien. Bon, l'année dernière, c'était ma grosse cote. Ils se sont fait exploser toute la saison. J'ose plus leur dire grosse cote à Laval. Si tu veux, on coupe la poire en deux, on le met au milieu de tableau. Parce que moi, je les voyais très bas. Allez. On pourra retrier après, recalibrer, et après, on verra ce qui va se passer. L'un des candidats à la montée, tout simplement, l'un des candidats au titre de cette Ligue 2, celui qui a le mieux vendu du mercato estival, le Stade de Reims est reparti pour une nouvelle saison avec un nouveau coach. Nicolas Ouzaï a été nommé. On est reparti du côté de Reims avec le départ de Karel Gerhardt, avec le FC match nul de l'an passé, hein, parce que c'est un peu ça qui les condamne à ne pas jouer les playoffs l'an dernier. C'est cette série inépuisable de matchs nuls qu'ils nous ont livrés. Et le Stade de Reims a extrêmement bien vendu cet été, notamment Ewan Jawen du côté de Newcastle, notamment Zabi du côté du Paris FC. On a vendu pour quasiment 50 patates. Et mine de rien, on s'est bien renforcé. L'arrivée de Nicolas Ouzaï, moi, c'est une des grosses curiosités aussi que j'ai la son, parce que c'est un entraîneur que j'aime beaucoup, qui a toujours, je trouve, qui a toujours su exploiter au maximum les effectifs dont il était à la charge. Là, il a un effectif, il a effectif large. Je pense qu'il a jamais eu un effectif aussi riche, aussi large que ce Stade de Reims-là en Ligue 2, dans un niveau pareil. Il y a quand même des éléments qui sont toujours là. Oumar Diakate est toujours là. Sambou Soumano est arrivé. Pour l'instant, Nakamura est toujours là. Est-ce qu'il partira? Pareil, ça pourrait être une belle vente également du côté du Stade de Reims. On a l'arrivée de Daouda Guindo qui a montré de très belles choses du côté de Brest, qui arrive du côté de Reims en Ligue 2, c'est plutôt intéressant. On a complètement changé les gardiens avec l'arrivée de Ritz Hulsmann, je crois qu'il fait plus de 2 mètres, qui est formé au Bayern, qui arrive, donc gardien allemand de 22 ans. Omer Hadjic, qui est le frère d'Omer Hadjic, le défenseur central qui était passé par Montpellier, qui est donc, lui, il est gardien de but, il arrive en tant que deuxième gardien. Alexis Sauvage qui arrive, je pense, en tant que troisième gardien. On a changé tout ce qui se passe dans les cages. Je suis très curieux de savoir ce qui va se passer du côté de Reims. Je suis très hype par Reims. J'ai limite envie de dire que c'est mon favori parce que le mercato, même malgré tous les départs, me hype bien. Et je suis très très curieux de savoir ce que va faire Nicolas Ouzaï avec cette équipe parce que ça reste quand même un bel entraîneur de ce championnat-là qui, pour le coup, a un step parce qu'il a une équipe qui joue la montée en Ligue 1. Quoi. Donc, c'est peut-être la chance de sa vie. Je suis curieux de voir Reims et je serais plutôt optimiste pour le Stade de Reims, moi, pour le coup. Eh ben, tu vois, ça me fait plaisir parce qu'on est tout à fait d'accord. Ah, Moi, je le dis, c'est ma grosse cote, mais je vois que Reims remonte en Ligue 1. Alors, remonter directement en Ligue 1, parce que pour moi, je trouve que le mercato a été beaucoup plus réussi que l'année dernière. J'ai l'impression qu'on a tiré quand même les leçons des 2 dernières années qui ont été quand même catastrophiques pour Reims, avec la descente qui était complètement prévue, et plus une saison où tu étais quand même un peu manqué. On a vu que la greffe Gerrard n'a jamais pris. Donc voilà, moi je pense que ce Reims peut vraiment viser très haut. J'ai bien aimé leur mercato.
Daouda Guindo, par exemple, je trouve que c'est une très belle pioche et j'ai pas compris pourquoi il n'y avait pas eu un club de Ligue 1. Plus même les joueurs qu'ils ont recrutés avec des championnats, alors peut-être étrangers, mais des joueurs qui peuvent véritablement surprendre. Ouais, moi, je suis vraiment très emballé par Reims avec cette jeunesse qui pousse. On a eu l'exemple de Zabi qui est parti, mais enfin voilà, le centre de formation de Reims, ça travaille très très bien depuis plusieurs années. Ouais, pour moi, Reims, ça a une tête quand même de promu, hein. Enfin, promu Ligue 1 Ah, pour c'est l'année une tête de prochaine. champion presque, j'ai envie de dire. Ouais, C'est... bah, moi en tout cas, ça sera dans les deux premiers, hein. Ah oui, je suis d'accord avec ça aussi. Et puis je trouve la richesse de l'effectif. Alors je pense qu'il y aura peut-être un ou deux départs, mais quand tu vois, c'est une équipe de Ligue 2, cette richesse d'effectifs que tu peux avoir, avec Nicolas Houzaï aussi à sa tête, mine de rien. Donc ouais, grosse curiosité. On va les mettre dans les deux premiers. On verra qui on tranche pour le champion tout à l'heure. Mais ouais, elle a une belle tête de belle équipe, d'une très belle équipe qui peut remonter ce stade de Reims là. Équipe surprise de l'an passé, on va dire. L'US Boulogne, évidemment. Équipe surprise parce qu'ils n'étaient pas prévus dans le championnat et finalement ils ont réussi à se maintenir. Donc bravo à eux. Boulogne qui donc retrouve une deuxième saison consécutive, la Ligue 2, qui serait peut-être la saison la plus dure quand tu es promu, c'est la deuxième saison parce que là tu n'as plus l'effet de surprise, parce que tu seras attendu, parce que une deuxième saison, c'est toujours plus compliqué pour un promu. Et Boulogne n'a pas non plus des moyens pharaoniques pour se renforcer. On a toujours, je crois, quelques cadres qui sont là. Et je ne sais plus trop ce qu'il y a dans ce mercato boulonnais qui, je pense, sera toujours à la lutte pour le maintien. La page transfer market met 15 ans à charger. Donc Il y a de déjà toute une façon, énorme prise pour Boulogne. C'est le retour de la légende, Grégory Thiel, c'est pour vrai, cette grille de Grégory Thiel qui revient. recrutement. Et au-delà du symbolique, et je trouve un très très bon coup parce que Grégory Thiel avait fait du bon travail à Lens. Alors à Strasbourg, il y avait eu des problèmes, donc il avait vite quitté le club. Mais pour moi, c'est franchement un très, très bon coup réalisé par Boulogne, au-delà du nom et de la symbolique Grégory Thiel. Et je me dis que voilà, un directeur sportif de cette qualité-là peut surprendre. Donc moi, je suis plutôt emballé en tout cas par cette arrivée. Maintenant, attention pour Boulogne, c'est que c'est un club quand même qui a très peu de moyens et qui, franchement, l'année dernière avait super performé et je les vois pas super performer autant qu'ils ont fait l'année dernière. Donc, mécaniquement, tu vas te rapprocher de la ligne de flottaison et ça va être une saison, j'imagine, pas galère, mais en tout cas, une saison à haute lutte pour le maintien. Ils sont prêts, joueurs boulonnais, mais est-ce que ça sera suffisant? Ça, c'est une autre question parce que franchement, pour un club comme Boulogne, voilà, la Ligue 2, c'est vraiment, on sent, t'as pas de palier supplémentaire aujourd'hui. C'est ça. Et tu perds un Nathan Zouré. Voilà, c'est le nom que je cherchais, qui est parti du côté de Ferencváros, qui était plutôt très intéressant. Donc à voir ce qui va se passer. Donc je connais pas très très bien le contexte boulonnais, savoir à quel point ça a été tendu ou pas pendant ce mercato. Il y a eu pas mal de départs, quelques arrivées aussi. Fabien Dagneau est toujours là. Il a fait plutôt du bon boulot, tu l'as dit, surperformé. Je pense que voilà, c'est une équipe qui sera toujours à lutte pour le maintien. Est-ce que ça suffira cette saison? Il y a des éléments d'expérience qui sont toujours là. Il y a des éléments très intéressants qui sont toujours là. C'est peut-être une des équipes que je connais moins bien, Boulogne, pour cet effectif de Ligue 2. Je pense qu'on peut les mettre là et Ouais, on dans la verra après bataille pour pour le maintien, je trancher. suis Ouais. d'accord. Ils seront à la bataille pour le maintien, je pense, cette équipe boulonnaise. N'hésitez pas, supporters de l'USBCO, à nous dire en commentaire vos petits avis. Un club qui va forcément faire énormément parler, qui va être très très attendu cette saison, c'est le FC Nantes. Descendu, malheureux, relégué de la saison de Ligue 1, ça, on va dire que ça pendait au nez des Canaries depuis plusieurs saisons, cette potentielle descente en Ligue 2. C'est malheureusement arrivé pour eux. Le FC Nantes retrouve l'antichambre de la Ligue 1. Valdemar Kita qui a démenti il y a 2 jours une rumeur de vente, je crois que c'est la Tribune qui a lancé qu'il y a potentiellement des repreneurs. Ça a été démenti, à voir s'il dément parce qu'il voulait pas que ça sorte ou parce qu'il y a vraiment rien. Ça, on ne dit plus rien, on ne profite plus de rien avec Valdemar Kita. Et le FC Nantes, qui mine de rien, eh bien fait son petit mercato. Ça sur ça, on est plutôt pas mal. Arrivée de Michel Derzakarian sur le banc. Et le FC Nantes, il y avait un papier dans l'équipe il y a quelques jours, quelques semaines, qui comparait le mercato nantais et le mercato stéphanois, parce que c'est on va dire les deux gros mastodontes de la Ligue 2. On est quand même sur 18 titres de champion de France à eux deux. On n'oublie pas le Stade de Reims, évidemment. Mais il y a quand même quelques départs forcément qui étaient attendus. Alban Lafont, il était plus voulu, il était prêté, on a réussi à enfin le sortir. Mathis Sabline a été libéré, ça y est, on sent qu'il avait les menottes. 25 millions d'euros du côté de l'AS Monaco, c'est la belle vente quand même sur ce mercato. Awaziem est parti, Anto Lopez est parti, certains gros salaires comme aussi Coquelin ont quitté. Radakovic qui était qui était pas voulu mais qui est quand même venu est reparti. El Arabi est parti, Machado qui était venu 6 mois est parti. Voilà.
Donc il y a eu pas mal de départs. Benatab, je ne sais pas encore s'il doit partir parce que il n'est pas non plus sur les. Je crois qu'il est un peu sur les tablettes pour quitter le club. Et pourtant, on allait chercher des joueurs qui connaissent le championnat. C'est ça qui est très important du côté du FC Nantes, c'est qu'on a pris des joueurs expérimentés Ligue 2, à commencer par Maxime Dupé, qui a connu la montée avec Toulouse notamment, qui est un gardien expérimenté, 33 ans. On a pris Younoussa, qui a fait quelques piges à Rodez. On a pris Cafaro, qui a quand même connu 3 montées avec 3 clubs différents, il me semble, si je ne dis pas de bêtises, et qui était en manque de temps de jeu du côté du Paris FC. On a ramené Lucas Perrin, qui va retrouver le championnat de France, lui formé à l'Olympique de Marseille. Et on a pris un Kylian Corredor devant, qui est un joueur ultra intéressant, qui avait fait les belles heures du côté de Rodez, qui était du côté de Darmstadt en Bundesliga 2, et qui arrive donc du côté du FC Nantes pour 2 petits millions d'euros. Il y a un mercato, je trouve, très intelligent, et je ne sais pas s'il est terminé, parce qu'il y a des joueurs, moi, plus les interrogations que j'ai du côté du FC Nantes, c'est les joueurs qui étaient là la saison passée, qui ont connu la descente, à quel point ils sont motivés pour rester et jouer et remonter, c'est-à-dire à l'image de Tilal Tati, est-ce qu'il va rester, est-ce que Yohan Le Penant va rester, tu vois, c'est des Louis Leroux aussi, par exemple, c'est des joueurs qui avaient une cote, qui sont toujours là. Est-ce qu'ils sont aussi motivés pour remonter le club et pour rester? Ça, c'est la question que je me pose. Bon, il y a le cas Mostafa Mohamed, mais ça, c'est les vacances. Moi, je trouve que le mercato du FC Nantes est intelligent. Je suis curieux de savoir ce qui va se mettre en place, mais je pense qu'il n'est pas encore terminé parfaitement. Ouais, je suis d'accord avec toi sur le mercato intelligent. Pour revenir sur ta question sur les jeunes, en fait, ça dépend des cas, parce que par exemple, pour Louis Leroux, qui a fait une saison, je trouve, en dents de scie, c'est quand même plus pertinent de continuer, on va dire, faire une grosse saison en Ligue 2 pour ensuite potentiellement partir dans un plus gros club, mais en ayant fait une grosse saison en Ligue 2, quoi qu'il arrive. Johan Le Penant, je pense que tu arrives au bout d'un cycle, et bah, ça m'étonnerait pas. On avait vu des intérêts de Lorient, notamment, que tu trouves une porte de sortie avant la fin du mercato. Et Tilal Tati, c'est la grosse inconnue, parce que pour moi, Tilal Tati, je pense que Kita le valorise autant, voire un peu moins que Ablin. Donc, est-ce qu'un club est prêt à foutre plus de 15 millions d'euros sur Tilal Tati aujourd'hui? C'est un peu compliqué. Moi, pour moi, il mériterait d'être en Ligue 1, parce que on va dire que il a montré de belles choses malgré une saison là aussi très compliquée, 3 changements de coach, et on a senti en fin de saison qu'il avait un peu plongé comme les autres, alors qu'il avait été la révélation de la première partie de saison. Donc voilà, il y aura ces cas-là à trancher, mais je suis d'accord avec toi sur le mercato, c'est-à-dire c'est des joueurs vraiment estampillés Ligue 2, qui vont apporter rapidement des choses. Corredor, je pense qu'il est très motivé à l'idée de performer cette année. Lucas Perrin, gars d'expérience et surtout un joueur fiable. Et puis derrière, tu as Younoussa qui a montré des belles choses. Dupé, je pense qu'il y a une motivation de ramener le FC Nantes en Ligue 1. Donc le mercato, je trouve, pour une fois, est bien pensé du côté de Nantes. Est-ce que ça va être suffisant dans une Ligue 2 où tu vas devoir apprendre une autre façon de jouer, et que tu seras dans une position où tu seras le favori qui devra faire du jeu aussi, notamment face à des équipes peut-être un peu plus faibles? C'est autre chose. Donc voilà, pour moi, Nantes, ça fait partie des candidats à la montée. Maintenant, je reste sur un Reims plus fort que Nantes, par exemple. Il y a aussi un facteur qu'on doit prendre en compte, c'est qu'on parle du FC Nantes et qu'on parle de Valdemarquita. Et je Voilà. peux pas l'enlever de tout ça, parce que ça fait combien de temps que Nantes n'a pas connu une saison sur un long fleuve tranquille, tu vois, où tout se passait bien de bout en bout, où il n'y a pas eu une connerie à droite à gauche. C'est le problème d'Equita. J'espère pour les Nantais que ça se passera bien. On n'est pas à l'abri qu'ils nous sortent un ou deux jeunes du centre de formation pour aller, parce que la Ligue 2 est quand même un championnat qui peut permettre ça aussi. Ils l'ont très bien fait en Ligue 1, ils peuvent très bien le faire en Ligue 2. Je pense que oui, Nantes sera candidat à la montée directe. Pareil, on les foutra là et on verra qui on descend ou remonte à la fin. Mais effectivement, Nantes fait partie de ces belles petites équipes à suivre en Ligue 2. Le Red Star, poursuivons, l'une des grosses surprises de l'an passé aussi, qui avait fait une excellente saison, le Red Star, qui va retrouver une nouvelle saison de Ligue 2, mais qui a pas mal changé. Je trouve que le plus gros point noir du Red Star, c'est la perte de Grégory Poirier, l'entraîneur, qui a fait un boulot monstrueux depuis sa succession et sa prise de fonction, qui avait suivi le départ d'Habib Bey. Damien Périnel prend la suite. On n'a pas beaucoup bougé du côté du Red Star, on a perdu pas grand monde, mine de rien, parce qu'on n'a pas bougé dans les deux sens. Mais non, il y a toujours des cadres qui sont là, c'est ça qui est plutôt intéressant. Gaëtan Poussin qui a fait plutôt une bonne saison, Bradley Danger est toujours là, Samuel Renel est toujours là, Damien Durand est toujours là, Kevin Carvalho est toujours là. Ça, c'est des éléments importants de l'effectif du Red Star qui ne sont pas partis. Du côté des arrivées, on a pris Yacine Benchaouch en prêt libre de la Province de l'Est Monaco, qui est un deuxième, troisième gardien, et Ilias Zidane,
Le plus jeune, je crois, des fils Zidane, si je dis pas de bêtises. Il me semble que c'est le plus jeune, qui arrive libre. Alors, je connais pas, j'ai jamais vu jouer, donc on verra. Mais ouais, il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent du côté du Red Star sur le mercato. Le principal départ, c'est Grégory Poirier, mine de rien. Ouais, mais je trouve que ça a été bien pensé avec l'arrivée de Périnel, pour le remplacer. Là aussi un profil de jeune coach novateur et c'est vrai que ça a quand même été la prime à la stabilité pour le Red Star. Donc moi je trouve que tout a été fait pour, on va dire, que Périnel soit dans des chaussons pour son premier club. Il y a eu quand même de bonnes choses, à Monaco apparemment. Donc ouais, moi je pense que le Red Star, ça peut être une équipe, de haut de tableau cette saison. Continuer à faire ce qu'ils ont fait comme la saison dernière, embêter les gros, et continuer à progresser. Mais cet effectif, moi j'aime beaucoup du côté de Red Star et ouais, j'ai mis 6, 7, 8, 9. Je suis assez d'accord avec toi, hein, j'ai pas grand-chose à rajouter sur le Red Star et puis, on va voir ce qui va se passer pour les Franciliens. L'AS Nancy-Lorraine, pareil, l'un des promus de l'an passé, forcément, qui faisait partie des 3 clubs montés, qui a vécu un beau remue-ménage quand même cet été. Là, pour le coup, du côté de Nancy, si le Red Star, il s'est pas passé grand-chose, du côté de Nancy, il s'est quand même passé pas mal de choses avec le départ de Pablo Correa. Finalement, on a remis les sous pour la DNCG, c'est quand même pas mal. Il faut le signaler, je vais retrouver le mercato de Nancy parce que mes pages Transfer Market font que bugger depuis tout à l'heure, c'est un plaisir d'essayer de faire 25 choses en même temps et d'avoir les pages Transfer Market qui ne marchent plus. Voilà, je retrouve mon NS Nancy-Lorraine qui a perdu pas mal de monde. Teddy Bourriot, on en a parlé tout à l'heure, Kazim Soucic, Adrien Joulou, il y a Martin Expérience qui a fait la Coupe du Monde avec Haïti, Fetou Mawassa, voilà, il y a eu quelques éléments cadres qui sont partis, qui étaient là du côté de la SNL. Il y a eu pas mal d'arrivées, pas mal de jeunes joueurs qui arrivent aussi, ça a souligné. Ilyes Sousni, moi ça m'intéresse de voir ce qu'il va donner, il est prêté par le Paris Saint-Germain. Je suis très curieux de voir ce qui va se passer avec Ilyes Sousni. Ça fait partie des joueurs que je suis vraiment très curieux de découvrir. Il y a quand même un centre de formation qui bosse bien du côté de la SNL aussi. À voir ce qui va se passer. J'avoue que voilà, il y a le départ de Pablo Correa aussi. C'est Oswald Tanchot qui a pris la suite, si je dis pas de bêtises, du côté de la SNL. Curieux, il y a toujours des cadres qui sont là. Enzo Basilio est toujours là. Nicolas Saint-Ruf est toujours là. Donc il y a aussi ces cadres-là pour encadrer. Zakaras Daouche est toujours là aussi. C'est des éléments importants parce que c'est un effectif qui s'est un peu rajeuni aussi. Donc il y avait besoin de ces cadres-là pour entourer dans le vestiaire et sur le terrain. Nancy aura comme objectif maintien. Je les vois dans le ventre mou, voire dans le bas de tableau, mais se maintenir quand même. Ouais, je suis d'accord avec toi, je trouve il y avait cette peur et le départ de Pablo Correa, et surtout, bah, la politique sportive du club où, on va dire que Lazare Asmar, a pris une place, hyper importante, notamment dans le recrutement, alors que, bah, il y a aucun, enfin, lien, on va dire, avec, les actionnaires. Mais le mercato m'a l'air plutôt réussi. Ils sont allés chercher des profils. Là, quand j'entends Tierno Baldé, probablement qui va signer, donc c'est une bonne pioche à l'échelle de Nancy. Ousni, bah, c'est un beau pari. Et je me dis que Tancho, voilà, lui aussi, il va être revanchard et aura envie de prouver qu'il a sa place en Ligue 2. Donc ouais, Nancy, ça peut être une belle surprise. En tout cas, confirmer ce qu'ils avaient fait l'année dernière et se maintenir en Ligue 2, et ce qui sera déjà pas mal pour ce club. Stabiliser le club en Ligue 2, c'est déjà une bonne chose. On va les mettre là, et puis on verra ce qu'on fait ensuite. Le Pau FC, alors le Pau FC, c'est le classique Pau FC sur tous les étés, tous les mercatos, c'est pareil, il y a environ 358 départs pour 453 arrivées, à peu près le louche. Sauf que là, entre-temps, on n'avait pas filé le bon mail à la FIFA, quand même l'épisode de l'été du côté de Pau, c'est qu'il y avait cette interdiction de recrutement qui est tombée, et puis finalement, c'était pas le bon mail, donc bon, voilà, donc bon. Du côté de Pau, on a recruté, on a eu pas mal de départs aussi. C'est assez classique, malheureusement, chez le Pau FC, il y a pas mal de mouvements, on n'arrive pas trop à instaurer une stabilité, mais pour l'instant, ça fonctionne parce que c'est un club qui s'est bien intégré en Ligue 2 et qui fait quand même de très très belles saisons en Ligue 2. Thierry Debesse a été conservé sur le banc après le départ de Nicolas Ouzaï, mais on a perdu des cadres, on a perdu Jean Ruiz, qui était quand même l'un des éléments importants du côté du Pau FC, on a perdu Dylan Meda, qui a un profil assez polyvalent, Noah Ravert est parti après une seule saison, Steve Bonnard est parti, Bobichon est parti, Ryan Tousgar est parti, donc on a eu pas mal de gros départs, et puis on a allé chercher des renforts à la sauce un peu grenobloise, Quentin Paquier, Jesse Benet, Brice Maubleu, qui était ancien top gardien de Grenoble, qui était deuxième gardien à Saint-Etienne. On allait chercher un Lorenzo Rajo, qui était en Ligue 3 du côté de Caen. Baba Carley qui arrive. On allait chercher du Royce Openda du côté de Girondins de Bordeaux. Je suis très curieux de voir ce que va donner Royce Openda en Ligue 2. Est-ce qu'il a suffisamment ce qu'il faut? Voilà. Mathis Touraine également arrive en provenance du Paris FC. Il y a quand même quelques coups qui sont plutôt intéressants du côté du Pau FC.
L'objectif sera évidemment le maintien, mais je trouve que les départs ont plutôt été bien compensés, même si c'est quand même pour certains des gros cadres, en fait. C'est ça peut-être le problème. Ouais, mais en fait, pour AFC, moi, je trouve qu'ils font quand même un énorme recrutement, hein. Par rapport à leurs moyens et tout. Bon, moi, pour l'inconnu, c'est vraiment coach. Thierry Debesse, moi, j'ai pas du tout confiance en lui. Et, enfin, voilà. S'il avait montré de belles choses à Ajaccio, je sais pas, je n'accroche pas. Mais ouais, je trouve qu'ils ont fait quand même un recrutement pour potentiellement jouer le top 10, hein, parce que quand tu vois le CV de certaines recrues, l'expérience des joueurs, enfin comme Maubleu, qui ont envie de prouver aussi qu'ils sont capables de jouer les premiers rôles. Donc ouais, pour moi, Pau, ça peut être, ça sera top 10, hein, pour moi cette saison. Pas pour toi? Oui, non, moi je suis plutôt d'accord. Pour moi, c'est. Bah, l'an passé, ils finissent combien? Ils finissent 10. Bon, ils font une saison très irrégulière, l'an passé, c'était un peu le bordel. Mais en vrai, oui, je les vois top 10 aussi. On peut les mettre là-dedans. La Trinité Annecy Red Star Pau continue les belles heures. Pourquoi pas. Il nous reste 4 clubs et 4 beaux clubs, franchement. 4 clubs qui ont connu la Ligue 1. Et on va commencer par Montpellier. Le MHSC qui a connu des rebondissements cet été, qui devait être vendu, puis finalement pas vendu. Les Nicolins sont restés. Les Nicolins repartent euh, euh, au charbon. Il y a une interview de Laurent Nicolin. Il y a oui, dans l'équipe, il n'y a pas si longtemps que ça, je crois qu'il y a quelques jours, qui était remotivé, qui repart au charbon, année 2,5, j'ai envie de dire, pour Zoumana Camara, qui sera pour moi l'un des éléments montpelliérains les plus attendus sur cette saison-là, parce que je suis très curieux de savoir ce que va donner Zoumana Camara sur le banc. C'est vrai que l'an passé, on a eu, voilà, c'était le retour en Ligue 2, il fallait se réadapter, etc. On sent que la voilure a baissé du côté de Montpellier, mais mine de rien, je trouve que sur le mercato, il y a eu des pioches assez importantes, assez intéressantes. Il y a encore des attentes. Le président Nicolas a expliqué dans l'équipe qu'il y avait encore des arrivées qui étaient attendues. Modibo Sagnan qui était prêté est finalement parti. On a fait sortir certains gros salaires. TJ Savani, Alexandre Mendy notamment. Mincarelli est parti. Christopher Julien est parti. Donc voilà, on a fait partir certains éléments. On a fait venir Florent Tardieu, qui est pour moi l'un des gros coups parce que c'est un top joueur de Ligue 2 et c'est un joueur qui est polyvalent, qui a de l'expérience, et mine de rien, même s'il a 34 ans à Saint-Etienne, il montrait quand même de belles choses. Dylan Meda, moi je trouve que c'est un beau coup parce que il a fait une bonne première partie de saison avec Pau, c'est un joueur qui peut jouer aussi au milieu, un cran plus haut. Je trouve ça plutôt intéressant. Mamadou Kamara arrive sur le fond de l'attaque. Il y a certains éléments qui sont toujours là. Nga Pandengu, le gardien, est toujours là, il a fait une bonne saison. Voilà, il y a certains éléments qui vont devoir être attendus. Je trouve que c'est un effectif cependant qui est très très jeune du côté de Montpellier, ça c'est le pari. Est-ce qu'on va pouvoir pas payer cette jeunesse-là? Mais parfois, il y a, voilà, quand on sait les effectifs très jeunes, s'il y a des séries qui tombent pas très rond, est-ce que ça peut pas partir un peu? On verra ça. Il y a quand même des éléments d'expérience qui sont là pour encadrer. Je pense à Théo Saint-Luce, je pense à Mathieu Michel, même s'il est troisième ou quatrième gardien, il sera là. Julien Laporte est là aussi pour cette expérience-là. Mais mine de rien, j'aime bien cette jeunesse montpelliéraine. Je trouve que ça peut être, c'est un peu à double tranchant, mais ça peut être une belle curiosité aussi. Ouais, ça a été un été aussi très bizarre pour Montpellier, et j'ai l'impression qu'en fait, ce faux rachat leur a fait plus de bien que de mal. Parce que bah il y a une confiance valorisée à cette jeunesse. Je trouve que le mercato, en tout cas les besoins de Zoumana Camara, ont été plutôt bien identifiés. Je me dis que ouais, Montpellier, enfin, peut montrer des belles choses. En tout cas, je les sens, on va dire, la descente enfin digérée, et cap sur la Ligue 2 avec leurs moyens, mais avec l'ambition, un peu la force de Montpellier. Donc ouais, moi pour Montpellier, ça peut être un top 5, hein. Je pense, je sais pas pour C'est toi, mais l'objectif, en tout cas. Affiché par Nicolin dans l'équipe, il a dit on va pas s'enflammer, on va parler de grands objectifs, mais top 5. C'est playoff, en tout cas. Donc, j'ai bien envie de les mettre dans le playoff aussi. Je trouve ça cohérent. En tout cas, quand je vois l'effectif. et ben, on se suit. Pour moi, cette équipe de Montpellier a franchement de la qualité. Je trouve le recrutement plutôt intéressant dans le sens où ils sont allés chercher de l'expérience là où il fallait et de la jeunesse là où il fallait. Et j'ai hâte de voir Camara sur le front de l'attaque, qui va devoir remplacer Alexandre Mendy, mais je pense qu'il va le faire à merveille. Norman Mukele aussi, qui est prêté par le Stade Rennais. Petite curiosité aussi sur le côté droit, qui peut être, voilà, selon les dires du Stade Rennais, enfin des supporters rennais, un élément assez intéressant à suivre. Donc, ouais,
très curieux de cette jeunesse montpelliéraine qui va se présenter sur cette saison 2026-2027. Club suivant, club habitué. Nous sommes en saison vers une année impaire. On va vers 2027. Le FC Metz est donc en Ligue 2. La classique. Et pourtant, le FCMS n'a pas beaucoup bougé. Alors, il y a une officialisation avant qu'on lance la vidéo tout à l'heure, qui est peut-être une mauvaise nouvelle pour les Messins, c'est le départ de Gauthier Hein, officialisé vers l'OGC Nice. Voilà, ça c'est tout frais, c'est tombé tout à l'heure. Le FCMS est forcément l'un des candidats à la montée parce que c'est forcément une équipe et un club qui connaît par cœur le fait de remonter. Donc, on va voir ce qui se passe. Luc Holz a été nommé le légendaire sélectionneur du Luxembourg, qui est resté je sais pas combien de temps sur le banc du Luxembourg. Je crois qu'il a 15 ans. Hein. Et il avait une expérience à l'étranger, je me souviens plus trop où. Mais il arrive. On a évidemment bien vendu parce que le FCMS vend toujours très bien avec un centre de formation qui fonctionne. Et on allait prendre des éléments, mine de rien, assez typés Ligue 2, avec notamment l'arrivée de Jean Ruiz, qui connaît parfaitement ce championnat. Christian Devenich, on a lutté avec le club portugais pour le faire venir, finalement 1 million d'euros de déboursés pour le défenseur central colombien. Nampalys Mendy arrive libre. Ça, c'est aussi une curiosité. Je trouve qu'en Ligue 2, c'est plutôt pas mal. Mais surtout, moi, ce que j'attends du côté de Metz, c'est plus les jeunes qu'on a vu un petit peu l'an passé. Mounogo, notamment, par exemple, ou Nathan Mbala, cherchez le nom, qui avait montré de belles choses sur la fin de saison de Ligue 1 et qui auront peut-être une saison de Ligue 2 pour vraiment se montrer, avoir du temps de jeu, de l'expérience. Et on sait que Metz sera forcément un candidat, même si le mercato est peut-être moins reluisant que certains. Il y a quand même pas mal d'arrivées aussi et des curiosités. Tu sens qu'il y a aussi un ou deux jeunes sur lesquels ils vont pouvoir compter. Et puis, curiosité de voir Luc Holz sur le banc messin. Ouais, moi, Metz, je suis plus, enfin, donc il y a, à chaque fois, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire que des bonnes choses qui sont faites en Ligue 2 sont capotées par les montées en Ligue 1. Et puis cette année, je sais pas, j'ai le sentiment que alors j'avais peut-être le même sentiment avec Laszlo Bologna aussi, où je pensais que ça n'avait pas marché. Mine de rien, il y avait quand même eu la montée en Ligue 1. Pour moi, cette équipe messine, je les vois se faire surprendre et ne pas jouer le top 5. Pas être dans le top 5 en tout cas, être aux abords du top 5, mais de louper un peu la saison. J'ai l'impression que ce club attend un rachat et je pense que ce cycle de montée-descente peut être cassé dès cette année avec voilà, non montée pour le FC Metz. Je peux te suivre sur ça parce qu'il y a de la densité dans cette Ligue 2. Que mine de rien, il y a quand même des gros prétendants pour la montée. Et que Metz, oui, je trouvais peut-être un peu moins reluisant sous le papier. Donc, tu veux les mettre où? Tu veux les mettre là, ici Ouais, moi je les mets derrière un Annecy ou Red Star. Voilà. On rééquilibrera la tier list tout à l'heure, mais ok, je peux te suivre là-dessus. Et on va évoquer les Saint-Etienne. Et ça, c'est un très très gros morceau. L'échec de la saison dernière concrètement pour les Saint-Etienne, parce que la montée n'a pas été faite. On a perdu en barrage contre Nice. C'était un barrage qu'on préfère tous oublier en tant que fan de foot parce que c'était horrible à regarder. Voilà, on va se confier. C'était affreux. Désolé les mecs. Mais c'était pas beau. Et Saint-Etienne a changé, pas de politique sportive, hein, parce qu'on est resté sur les mêmes bases, mais on a changé d'entraîneur. Yannick Quatreau, c'est ça, hein, est arrivé, l'Écossais. On a eu quelques départs, on a parlé de Florent Tardieu, Denis Sapia, Brice Maubleu, voilà, il y a eu quelques ventes, quelques départs, etc. Et puis des arrivées de joueurs que je ne connais pas pour certains, mais que je suis très curieux de découvrir, notamment le petit Jacob Brum qui arrive des Pays-Bas, de Go Ahead Eagles, c'est le jeune Danois de 22 ans, qui est pour moi l'une des belles curiosités, je pense, qui peut être une belle curiosité de notre championnat. Tierno Ballo est arrivé, Swab Nahir, on en a parlé tout à l'heure avec le départ de Guingamp. On fait venir Lucas Lavallée, la caution championnat français du côté de Saint-Étienne, mais voilà, arrivée de jeunes joueurs. Yann Quatreau est arrivé. Je crois qu'en amical, j'ai pas trop vu ce que ça donnait, mais c'était pas trop mal de ce que j'ai lu. Voilà, curiosité du côté de Saint-Etienne. Qu'est-ce qu'on peut espérer? J'ai envie de dire à Saint-Étienne, on n'a pas le droit de se rater. Hein, c'est monter ou rien, parce que sinon c'est vraiment un échec. Ah oui, 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 et montée solide, c'est Oui, pas la montée pas la montée sous à rachat, quoi. Dalloglio où on avait vu des faiblesses et tout. Là, il faut vraiment que Saint-Etienne soit en patron la saison. Et je pense qu'ils ont tous les arguments pour être le patron de cette saison avec un coach et enfin, j'ai envie de dire, une stratégie sportive et un effectif qui commence à ressembler un petit peu au désir de la direction. Donc, ouais, pour moi, c'est monter et titre pour Saint-Etienne et obligatoire, hein, j'ai envie de dire. Il faut vraiment une saison dominante pour revenir en Ligue 1.
Je suis d'accord et puis la concurrence sera quand même rude. Moi, j'en attends de certains, hein. Alors Julien Cardinal avait montré de très belles choses l'an passé, donc à voir. Mais alors un Gauthier Larsonneur, il sera ultra attendu parce que moi, je trouve sa saison à la fois sportive et au niveau de la communication de l'année dernière ratée. Donc il est toujours capitaine de l'AS Saint-Étienne. Il va falloir qu'il soit au niveau. Maxime Bernauer, Ben Hold, c'était des recrues qui doivent encore, je pense, confirmer quelque chose. Et Bezner Hanan, il est passé complètement à côté de sa saison. Alors Joao Ferra, je ne vais pas en parler, pour l'instant ils sont toujours là. Mais s'ils doivent rejouer, il va falloir qu'ils montrent autre chose. Et puis il faut pas autant de blessés que l'an passé, hein, parce que tu avais un nombre d'hécatombes niveau physique l'an passé. Je sais pas ce qui se passait au niveau de la préparation physique, mais il y avait quand même des problèmes. À voir. Est-ce que Lucas Tassin, parce que l'année dernière, il fait quand même une demi-saison où il digère pas son nom de transfert, Zorico Davidashvili est toujours là aussi. Est-ce qu'ils seront toujours là à la fin du mercato? Est-ce qu'ils seront titulaires avec de l'envie? Pareil, Joshua Diffus qui avait fait des débuts stratosphériques, derrière il s'est complètement éteint. En fait, c'est pas forcément les recrues que je veux attendre du côté de Saint-Étienne, c'est plus les éléments qui étaient déjà là l'an passé qui ont déçu. Comme Chico Lomba aussi, par exemple. Ouais, et je pense qu'un nouveau discours pour leur faire du bien avec Yann Catro, qui lui aussi a des choses à prouver. Ouais, pour moi, je pense que ce Saint-Étienne-là a tous les arguments pour être vraiment l'équipe dominante qui peut aller chercher la première place. Il y a quand même beaucoup de qualité, des joueurs à polir. Donc ouais, pour moi, Saint-Étienne a une vraie tête de champion. Une vraie tête de champion, on verra qui en met champion, mais effectivement, ils vont jouer normalement le tableau de cette Ligue 2. Le dernier, c'est le champion de Ligue 3, anciennement national, qui retrouve la Ligue 2. Le DFC au Dijon est de retour dans l'antichambre du foot français. Il fait partie des deux promus avec, on l'a parlé tout à l'heure, de Sochaux. Dijon est de retour et Dijon est là. Sans section féminine, parce que je crois qu'ils l'ont fermé. Ça, c'est une des mauvaises nouvelles, quand même, c'est un peu chiant, parce qu'elle marchait plutôt bien, pour le coup. Quand le club allait mal, c'est plus ça qui marchait, mais bon, c'est pas grave. Et du côté du DFCO, ben hop, on va reprendre tout ça. On a toujours Baptiste Ridira qui est à sa tête. On a perdu quelques éléments, notamment Ismaël Diallo qui est parti du côté du TFC, mais on a allé chercher des éléments pour se renforcer. On sent qu'il n'y a pas non plus énormément de moyens. On n'a pas trop bougé sur le mercato, mais voilà, on a essayé de se renforcer notamment défensivement. Bon, l'objectif, il est de se maintenir, hein, pour Dijon. J'ai envie de te dire, on va être sur la continuité de l'an passé. Et voilà, il y a eu quelques départs. C'est pas le club que je connais le mieux, pour être très honnête. Donc, je suis curieux de voir ce que va se passer, comment ça va s'opérer la transition Ligue 3, Ligue 2, quoi. Ouais, je trouve que quand même depuis 2 saisons, Dijon fait les choses intelligemment. Ridera, ils ont vraiment entamé un projet avec lui. Ils ont eu les résultats l'année dernière et là, je pense qu'ils vont jouer un petit peu sur cette dynamique. Mais en fait, ça me fait penser, je sais pas pour toi, à Le Mans, par exemple. Il y avait là aussi misé beaucoup sur ces éléments de National 1 à l'époque et bah, qui avait surperformé. Donc ouais, moi, pour moi, Dijon, ça peut être vraiment une belle surprise. Alors peut-être pas à la hauteur du Mans, mais le maintien sans trembler pour Dijon, moi, j'y crois. Ok, le maintien sans problème. Et on remercie Dijon pour le prêt de Brian Jodger, qui était prêté environ 2 semaines au Girondins de Bordeaux avant de Un partir. passage éclair. Passage éclair, ça m'a fait beaucoup rire, mais on le comprend totalement au vu de la situation du club. Ça, on n'en veut pas aux Dijonnais. Alors maintenant, il faut qu'on mette à jour notre tier list. On commence par le bas. Qu'est-ce que tu vois descendre? Qu'est-ce que tu vois barragiste? J'avoue que Boulogne, je suis pas hyper serein. Dunkerque, j'ai un peu peur. Et tu m'avais dit Grenoble. Grenoble barragiste, j'ai bien envie de le tenter, celui-là, malheureusement. J'avoue que. Ah, moi, je suis sur un Grenoble barragiste, Boulogne-Dunkerque qui descend. Eh ben, écoute, je te suis là-dessus. Allez, Boulogne, Dunkerque et Grenoble seront les 3 derniers. Désolé, nos 14-15. amis du Nord. Oui, on s'excuse. C'est pas contre vous, évidemment. Et puis, de toute façon, c'est très bien qu'on est pourri en prono. Donc, évidemment que Grenoble sera top 6 et que Dunkerque jouera la montée. On peut en être sûr. 14-15, Guingamp-Nancy, ça me semble cohérent avec ce qu'on a dit. C'est là. Je aussi. 10, 11, 12, 13, 6, 7, 8, 9. Champion, promu, tout ça. Qu'est-ce qu'on met champion? Reims ou Saint-Étienne? Je pense que c'est les deux qui se dégagent. Moi, je mets Saint-Étienne, perso. Ok, j'avais envie de mettre Reims, mais vas-y, je te suis sur Saint-Étienne. Promu Reims, troisième Nantes, quatrième Montpellier, et on met un petit cinquième surprise avec le Red Star, Annecy, Ouais, Pau. j'ai envie de tenter le Pau FC. Ok, Pas pour toi. ok, le Pau FC 5 en surprise. 6, 7, 8, 9, ok. Il faut qu'on remonte un club, on peut remonter Laval comme ça. Ouais. Et ça me semble pas trop mal.
pouvez faire la photographie, on se retrouve en mai prochain. Donc, on peut déjà annoncer, Boulogne sera champion de Ligue 2, suivi Ouais, par c'est ça. Dunkerque qui est promu en Ligue 1. Grenoble jouera le barrage contre la Ligue 1 et Saint-Étienne qui descendra. Voilà. On vous l'annonce désormais, on a fixé l'essor des clubs. Ça va être terrible, ça va être une boucherie. Regardez bien ce classement, il n'y aura jamais un classement comme ça, même après la première journée. Non, mais vraiment, ça serait fou. Ne serait-ce que si on a ne serait-ce que 5 bonnes réponses sur 18, c'est déjà extraordinaire. Vous pouvez mettre votre classement évidemment en commentaire, n'hésitez pas. On a réussi à faire une tier list de moins d'1 heure. Et ça, c'est quand même aussi un record sur cette chaîne. C'est les nouvelles saisons, nouvelles sensations. On essaie d'aller plus vite, on essaie de pas vous prendre 1h40 de votre temps. N'hésitez pas à nous dire si vous préférez qu'on prenne notre temps ou que ce soit un peu plus rapide comme on l'a été là, même si 1 heure, c'est pas non plus la fast life. Et ben voilà, je pense qu'on est pas mal là. On va se retrouver pour la Ligue 2. Ah, la Ligue 3, on n'a pas touché un mot de la Ligue 3, elle reprend vendredi. Je sais pas, il y a un petit favori, un petit club que t'attends, un petit Déjà, on moment? se réjouit que ça soit sur Oui, Ligue 1+, même si la FFF a fait vraiment le travail sur YouTube, il faut le dire, c'est les ouais. artisans de cette Ligue 3 et je pense que la Ligue 3 va s'appuyer aussi sur la FFF et son travail elle a fait notamment les équipes d'Emmanuel Moine qui voilà est pour moi le pionnier du national. Ouais, moi je vois cette équipe de Valenciennes, tu vois, Valenciennes et Caen qui peuvent potentiellement jouer les premiers rôles. C'est les équipes que j'attends un peu. Les équipes t'attends un peu. Je vous affiche, tac, hop là, les équipes de Ligue 3, comme ça vous en avez si vous n'êtes pas au courant. De toute façon, c'est vendredi là que ça commence, donc très curieux aussi de voir. Très curieux de voir les promus, hein. La Roche-sur-Yon qui fait une saison exceptionnelle en N2, pour le coup, je les ai suivis toutes les nerfs en tant que supporter des Girondins. Donc à voir comment ils vont s'en sortir en Ligue 3. Thionville qui est monté, la SCAN aussi qui retrouve Ice ça peut être la vraie ouais, grosse côte. c'est pour ça, Voilà, moi, hein, très curieux. s'il y a une grosse côte à tenter, c'est Ice qui monte directement en Ligue 2 l'année prochaine. Il y a quand même un bon recrutement. Il y a un spécialiste quand même de ces montées qui est Mathieu Chabert. Il y a un beau projet. Cannes, ça sera vraiment, je pense, pour moi, l'équipe que je suivrai le plus dans cette Ligue 3. Mais voilà, ça va être encore un championnat très dense, très compliqué et où le suspense va être à son comble jusqu'à la dernière journée. Là, ça fait 2 saisons que je peux moins bien suivre le national, enfin la Ligue 3, donc je vais. Un bon argument pour s'y remettre, c'est vrai qu'il y a Julien Lopez qui est arrivé du côté de la SCAN. Bref, grosse curiosité, voir comment se relèvent aussi Bastia et Amiens, qui sont les 2 clubs qui sont descendus. Donc à voir. Et puis voilà pour cette Ligue 3. Et puis voilà pour cette tier list. N'hésitez pas à mettre en commentaire vos pronos aussi pour la Ligue 3. Et puis on se retrouvera pour la Ligue 1 la semaine prochaine. Et comme ça, on plongera directement dans les saisons pour notre plus grand plaisir. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, commenter. Et vous connaissez la recette. J'ai plus qu'à vous souhaiter une très très bonne semaine, un très très bon week-end de reprise pour ceux qui seront dans les stades de Ligue 2 et de Ligue 3. Mettez la bonne ambiance. Faites-nous rêver. Et puis nous, on va se retrouver pour évidemment parler de football toutes les semaines. Ça y est, c'est reparti. Vous pouvez donc vous abonner, nous suivre. On est donc parti pour cet exercice 2026-2027. Merci à tous de nous avoir suivis. Ciao tout le monde.